Bonsoir tout le monde, bienvenue sur The UAP Show. Je suis en présence ce soir de notre très cher ami Bernard, comme à notre habitude. On a le plaisir de recevoir également Marie-Thérèse de Brosse, que la plupart d'entre vous connaissez très bien déjà. Et nous avons comme invité ce soir le cher Peter Robbins. How are you doing, Peter? Good, thank you very much, Paul. Ah, thank you. Donc, cette émission va être bilingue. Comme vous avez déjà pu le constater, c'est des choses qu'on fait régulièrement avec nos invités étrangers. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous traduire en direct tous les échanges qu'on a avec nos invités. Mais avant tout, je vais laisser mon ami Bernard faire la présentation de notre invité, car tu le connais très bien. Et toi aussi, Marie-Thérèse. Donc, n'hésite pas à compléter au passage. Ok. Eh bien, j'ai l'honneur et l'avantage de présenter, je crois, un des plus charmants et un des plus gentils ufologues que je connaisse et qui m'a bien aidé, qui est un ufologue vraiment de prestige. Peter Robbins est, à mon avis, un des plus intéressants conférenciers, car il est vraiment très à même de connaître le sujet, et il a une instruction et surtout il a une attirance artistique qu'il doit à sa famille, puisqu'il a été je dirais, il avait une sœur qui était non seulement jolie, mais qui était une rock and roll singer, musician absolument fabuleuse, qui avait travaillé d'ailleurs avec Joe Bouchard. Et donc c'est un personnage qu'on en rencontre peut-être une fois dans la vie. Donc je pense que Peter est d'abord un New-Yorkais, il est de Manhattan, et il est écrivain d'investigation, c'est un auteur, il est conférencier comme je l'ai dit, donc les écrits et les recherches se concentrent au niveau des ovnis, mais pas toujours. Je dirais il y a des implications également paranormales pour l'humanité. Il a participé en tant qu'invité et consultant à de nombreuses émissions de radio, de programmes de télévision, documentaires aux États-Unis, mais pas seulement. Il est l'hôte de l'émission de radio hebdomadaire de 2 heures, Meanwhile Here on Earth, pendant ce temps ici sur la Terre, sur KGRA Digital Broadcasting, le lundi de 19h à 21h. Donc, évidemment, c'est l'heure de New York, hein, c'est pas l'heure française. Pour l'écouter en direct, donc, il faut que vous soyez connecté déjà, et puis vous verriez comment ça se passe, mais avec le décalage horaire, je vous avouerai que c'est un petit peu compliqué. Alors les conférences, c'est les conférences de Peter sont vraiment diverses. Je dirais qu'il a traité des médias, du ridicule avec les ovnis, il a traité de la politique, de l'histoire, de la nature humaine, en ce qui concerne l'individuation. Il a traité également des légendes, des fameuses comètes, hein, tous ces problèmes qui sont reliés aux ovnis de manière générale. Il a traité des petits hommes verts avec le New York Times. Il a traité de beaucoup de choses, franchement, je dirais, il traite des Nations Unies, par exemple. Il a fait une conférence à laquelle j'avais assisté, qui était absolument fabuleuse, sur l'implication de la grenade avec cette fameuse conférence de 1977-78 aux Nations Unies, qui était, je crois, la seule, qui est toujours la seule, qui ait eu lieu donc à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, effectivement, vous avez d'autres, je dirais, je ne vais pas en faire mais pour les points principaux, je crois qu'ils sont, c'est surtout la proximité avec Bob Hopkins, le pionnier de la recherche sur les enlèvements, qui en fait vraiment un privilégié, parce que il était non seulement ami avec Bob Hopkins, mais enfin bon, il s'est vraiment intéressé à ces affaires, et Marie-Thérèse qui est avec nous peut le confirmer. Aussi une chose qu'on ignore, c'est que Peter s'est intéressé à l'incident de Voronezh en URSS en 89, et effectivement cet incident était je crois la rencontre du troisième type la plus connue en Russie, hein. Il a traité également des décès, des extraits je dirais de conspiration, savoir si effectivement on avait tué des gens parce qu'ils en savaient trop sur les ovnis, l'affaire James McDonald entre autres, mais pas seulement.
Donc voilà, donc c'est un voyageur international. Il fait des conférences notamment en Grande-Bretagne, et puis il s'est intéressé à une affaire qui est, à mon avis, la plus connue en Grande-Bretagne, c'est l'affaire de Rendlesham. Donc l'affaire de R.A. Woodbridge et Bentwaters, qui étaient deux bases qui étaient conjointes, et là où on a assisté, où les Américains de l'US Air Force, les soldats américains de l'US Air Force ont assisté à un atterrissage d'un ovni dans la forêt juste à côté des abris antinucléaires, et des abris qui comprenaient des armements nucléaires. Donc c'est ça qui en fait une affaire intéressante. Et là, Peter a donc commis un livre qui s'appelle Left at Eastgate, et qui raconte justement cette affaire en profondeur. Alors effectivement, les conférences, en fait véritablement un expert dans bien des domaines sur les grands cas des ovnis aux États-Unis. Il est un des intervenants à Roswell. Peter fait des conférences, mais il gère également l'affaire de Roswell, qui connaît vraiment par tous les détails, par tous les bouts. Et donc Peter est effectivement l'homme de la situation dans l'ufologie américaine actuellement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que donc il est né dans le Queens à New York, il a étudié l'art, le design, le théâtre à l'université de Bridgeport dans le Connecticut. Il a obtenu une licence de peinture, d'histoire du cinéma de New York. Il a enseigné la peinture, donc il a des goûts très prononcés, comme je l'ai dit au début, sur l'art d'une manière générale, mais pas l'art américain, l'art européen. Il connaît très bien les tableaux, les peintures de Degas, enfin, c'est vraiment extraordinaire. Il a une connaissance absolument encyclopédique au niveau de la peinture. Donc, vous voyez, c'est vraiment toute une palette de goûts éclectiques. Et je crois que effectivement, Peter est, je pense, peut-être un des plus, comment dirais-je, un des plus diversifiés, mais également expert de tous les invités que nous avons reçus. Et c'est en cela que je crois j'espère qu'au travers, malheureusement, et en dépit de l'obstacle de la langue, j'espère que nos auditeurs vont pouvoir apprécier sa présence parmi nous ce soir, parce que c'est vraiment un événement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il y aurait énormément de choses à dire sur Peter, mais là, il nous faudrait 1 heure d'émission, et c'est pas possible. Ça tombe bien, on en a 2. Marie-Thérèse, tu voulais rajouter quelque chose, j'imagine? Oui, je voudrais quand même rajouter quelque chose. Je trouve que je connais bien Peter, et je voudrais dire quelque chose que je considère comme essentiel, c'est que Peter est sans doute, et de loin, l'être le plus honnête, intellectuellement parlant, qui soit. Je vous donne un exemple. Il se trouve que Peter a été abducté. Alors ça m'amuse toujours quand j'entends dire que le premier cas d'abduction, c'est celui de Betty Barney Hill. Ben, je suis désolée, Peter et sa sœur ont été enlevés en même temps, avant les Hill. Je ne sais pas combien de mois avant, mais c'était avant. Bon. Se trouve quelque chose d'extraordinaire. Peter n'a aucun souvenir de son enlèvement, alors que sa sœur, elle, en avait. Or, ils ont été abductés ensemble. Et Peter aurait bien aimé savoir ce qu'il avait vécu. Bon, ben, il ne sait pas, très bien. Mais Peter étant le collaborateur de Bud Hopkins, et Bud, je suis allée 50 fois chez lui, il y avait des malles de courriers qui attendaient. Et même Peter, qui collaborait avec Bud, n'avait pas le temps d'ouvrir tous les témoignages d'abductés qui arrivaient chez Bud. À une époque, n'oubliez pas, on ne parlait pas encore d'abduction comme on en parle maintenant. Donc, avec tous ces témoignages, Peter avait en main tout le matériel imaginable pour se fabriquer un profil avec une histoire d'abducté
et il ne l'a jamais fait. Nous avons un faux abducté français qui vient de publier les livres fantasmatiques de son non-enlèvement, qu'il présente comme un non-enlèvement. Jamais Peter n'a démarqué de son éthique. Et autre chose, j'ai vu pendant des années Peter travailler, mais comme un fou furieux, sur son livre sur Left at Eastgate. Eh bien, quand il s'est aperçu que le personnage, Larry Warren, avec qui il travaillait, lui avait menti, qu'est-ce qu'il a fait? Peu d'auteurs l'auraient fait. Il a fait retirer le livre de son éditeur. Il en a interdit la publication. Chapeau Peter, je t'ai toujours trouvé merveilleux et je continue. They are saying a lot of nice things about you, Peter. That was, I thought so. But we are out of time now, right? No, don't worry about time. We're good. We're good. But yeah, who wants to ask the first question? I have many questions for Peter. So if I may, I will ask the first one. Or maybe you want to add something onto what Bernard and Marie-Thérèse said before we start? No, it's an honor to be here with you, Mhm. and I will do my best to answer any questions that you have, even if my answer is, I don't know. All right. That's the best answer. Sometimes. Yes. Donc, Peter nous expliquait que voilà, il est ravi d'être là et qu'il va essayer de répondre du mieux possible, même si des fois sa réponse va souvent être je ne sais pas. Donc, je vais commencer avec ma question. Moi, j'ai envie de poser une question parce que quand je vois les thématiques des conférences que Monsieur Robbins aborde, comme tu l'as évoqué, Bernard, lors de la biographie de Peter, moi, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Par exemple, les conférences qu'il a animées sur les médias, le ridicule et les ovnis, les origines de la ridiculisation des ovnis, donc le stigma, en gros, ainsi que voilà, politique, histoire et nature humaine, les obstacles sur la voie de divulgation. Ça, c'est des thématiques sociologiques qui me parlent beaucoup. Je pense toi aussi, Marie-Thérèse. Et j'ai envie de poser la question suivante. Est-ce qu'on est en train de dépasser une certaine barrière psychologique de la nature humaine avec les mouvements de divulgation actuels? Est-ce qu'on est en train de vraiment d'assister à un changement de paradigme, même s'il n'est pas littéral, au moins il est psychologique, à ce sujet? Donc, so here is my question, Peter, in English. So I like a lot the thematics that you're having during the conferences that you did in the articles that you wrote. For example, when you talk about media's ridicule, UFOs, the stigma overall, and also the politic history of in human nature, you know, something that comes to me most of the time when I'm studying ufology, you know, is that we search a lot about UFO, but we discover more about the human nature. I don't know if you agree about that, but do you think with the disclosure movement that is currently going on, do you think that we are changing a paradigm, even if it's not literal, at least it's psychological in the human nature, that we are finally having this conversation and breaking the stigma? We have certainly made great progress in the last 7 years or so. As you know, 3 American journalists, Leslie Kean, Ralph Blumenthal, Helene Carter, all writers for the New York Times, broke the story of activity in Congress around this subject in 2017. We are now in what I would call the post-ridicule era, although there is still ridicule. Great. Donc, Peter disait qu'en gros, depuis, comme tout le monde le sait, hein, sur cette chaîne, hein, les spectateurs qui nous suivent le savent très bien, depuis 2017, depuis l'article, donc il citait 3 journalistes, donc il parlait de Ralph Blumenthal, Leslie Kean et Helen Cooper qui avaient fait cet article dans le New York Times le 17 décembre 2017 et qui avaient entraîné le Congrès dans tout ce mouvement de divulgation. Effectivement, on vit dans un monde, comme il l'appelle, post-ridicule. C'est-à-dire qu'on a dépassé le ridicule, même si, bien évidemment, il y en a encore un peu. Voilà. Marie-Thérèse, Bernard, je vous laisse la parole. Si ma question était quand même. Une petite Honneur aux question dames. pour Peter.
Do you know, dear Peter, that here in France, we have a new return of disinformation. I don't know if you have heard about new theories about Roswell, very old theories. We have an important TV show recently. I don't want to give the name. The people who dare to do this stupid show. But you must know, for many people in France right now, people think Roswell is only story of Mogoon balloon. Did you know that? Yes, like many Americans involved in this work, of course, Roswell is the godfather, so to say, of the UFO stories and accounts. I am one of those people who try to do my own research, and I have visited Roswell now 6 or 7 times. Yeah, I have good colleagues like Don Schmidt and Tom Carey who have dedicated their lives to developing real evidence that you could bring into a court of law. It is understandable, it is human nature. It can't have happened. It must be explainable in some more conventional terms. But the fact that this mythology persists, that it was just a balloon, for me, with respect, is a mark of people's lack of knowledge of the real facts surrounding this extraordinary story. Hmm. Très bien. Tu veux traduire, Marie-Thérèse, ou je m'en occupe? Je m'en occupe. Marie-Thérèse peut poser la question justement, il y a des rumeurs qui refont surface en France, du moins dans la communauté, YouTube, sans citer la chaîne, comme quoi, le crash de Roswell, ce serait qu'un ballon mogul. Donc on la connaît tous cette histoire, ça fait longtemps qu'elle comme tourne. s'il y avait un retour des zététiciens. C'est Oui, effrayant, voilà. ce retour en arrière. Mais d'un autre côté, il y a des tendances et c'est pas surprenant et dans des mouvements, dans des époques, enfin, là, c'est mon opinion, hein, je traduis pas ce que Peter a dit, mais c'est pas surprenant que dans les mouvements de divulgation qu'on vit, il y a des théories comme ça qui font surface. Parce que cette théorie du mogul, elle est loin d'être nouvelle et les mecs qui en font la publicité ne l'ont pas inventée du tout. Donc voilà. Bernard, à toi la parole. Well, Peter, I think it's time to explain what happened to you, because I didn't know that you have been abducted with your sister. No, And, let me correct you. She Oh, was okay. abducted. I was knocked unconscious. We had had a UFO sighting together as children, and it was the biggest shock of my life. And I went unconscious after that. Helen was taken and then, of course, returned. And it was many years before we spoke about this. My memory was repressed. I could not deal with it as a child. Mhm. And it was more than 14 years before we discussed it. My memory came roaring back all those years later. And I was very careful in contacting her to ask her to validate the story, which she did. Let me let you translate, and then I'll pick up where I left off. Donc du Oh, coup, c'est fou. Bernard posait la question sur, qu'il a envie de connaître l'histoire justement, parce qu'il connaissait pas le fait que Peter avec, sa sœur ont été, abductés et du coup Voilà. Peter répond par le fait que voilà, c'est pas exactement ça, que oui, sa sœur a été, abductée en effet, mais que lui, ses souvenirs ont été, repressed. Ils ont été, Supprimé. surpressés, Étouffé. que je sais plus comment on dit en français, mais vous aurez compris l'idée. Please continue, go ahead, Peter. I would like to know, Peter, your sister. You have 2 sisters, no? Tu as 2 sœurs. Hein? And it was the late Helen who was abducted. Ah, okay. So it was a talented singer and musician. That was, and the beautiful girl, as by the way, Yeah. and I think very talented and very Oh, good. yes. Yes. That's why sa sœur, en fait, il a 2 sœurs, Hélène et Anne. Anne, I think. Hein?
the second. And my living sister is Anne. My sister who had the experience is Helen. Yes. Ah, ok. Et Hélène était une joueuse, une musicienne de rock. She was, I think, performing heavy metal or something like that. And, if my memory is good, because I'm not. Donc elle était musicienne de talent. Elle était une jolie femme qui faisait un peu ce que faisait Pat Benatar ou autre. Je crois que c'était un peu le même. Donc c'est pour vous dire peut-être que on se demande vraiment. C'est une question que je pose. On se demande vraiment si les abductions n'entraînent pas certaines éclosions de talent quelque part. C'est quelque chose dont Plein on a beaucoup d'exemples. parlé. J'ai plein d'exemples de ce style dans mes cas. Voilà. I think it's very interesting to notice that some people who have been abducted, their talent exploded afterwards. Sometimes, but there are also cases where their talent went away, not because the aliens made it happen, but because something more important or their life was disrupted in a way that they took a turn. It is human nature rather than them doing it. But to complete my thought, all these years later, 14 years, and again, I'm talking about something that happened in the 1960s, and we did not talk about it until 1975, almost 50 years ago. And I had no interest in the subject, nothing. I was pursuing a career as a painter in New York City, and that was my dream. And after she confirmed for me the memory of what we had seen, then she told me something that changed my life entirely, which was memories that were conscious that we would now consider archetypical abductee memories of being on board, what she is hearing in her head, the procedures done. I never heard anything like this in my life. And I knew either my sister had gone insane, but I had to believe that was not true because we had just talked about seeing 5 flying saucers over the neighbor's house with windows on them. And I became obsessed with the topic, not in a healthy way. I couldn't do anything except think about this. I ultimately needed a therapist who helped me normalize my attitude, and then I became involved in the work. Très bien. Laisse-moi traduire, Bernard. Donc, en gros, bon, il y a beaucoup de choses à résumer. On a évoqué le fait que, en gros, Bernard, tu as évoqué le fait dans ta précédente question que la sœur de Peter qui a été enlevée, c'était une artiste dans le heavy metal. C'est bien ça c'est bien ça, hein. Tout à fait. Voilà. Et que justement, on commençait à développer l'idée que peut-être que les abductés, Marie-Thérèse, tu vas nous en parler. Parce que toi, tu as beaucoup d'exemples à ce sujet-là, mais voilà que les abductés, ça peut développer des tendances artistiques ou des compétences particulières chez eux. Peter a dit que oui, mais ce n'est pas nécessairement l'abduction qui l'engendre, ça peut être le fait que tout simplement c'est un virage à 90 degrés dans l'existence d'une personne, de se faire abducter, et que justement, ça peut remettre beaucoup de choses en question. Donc voilà. Et ensuite, Peter, vous abordiez le fait que vous en avez longtemps discuté avec votre sœur, que vous n'en avez pas tous les souvenirs, donc vous vous êtes demandé est-ce que ma sœur est devenue folle? Et après, vous avez discuté, vous êtes souvenu que non, juste avant, vous avez la conversation que vous aviez vu ces soucoupes volantes dans le ciel avec ces fenêtres, et que non, c'est pas de la folie, et qu'à partir de là, vous êtes devenu passionné avec le sujet, et que ça vous a tellement ça vous a rendu fou, entre guillemets, dans le sens où vous ne pouviez penser qu'à ça. Je pense, d'ailleurs, c'est la réaction de la plupart des gens quand soit on observe un ovni ou qu'on comprend que le phénomène est réel et qu'on en devient passionné. Mais que voilà, vous pouvez penser qu'à ça jusqu'au point où vous avez dû en parler avec votre thérapeute, votre psychologue, pour vous aider à processer cette information et pouvoir agir normalement en public. Donc voilà. I have a question. When your so-called abduction or your contact happened, in what year? The En quelle année abduction ça s'est passé? It happened when we were quite young, in 1961.
61. 1961. And you come back on the subject 14 years after? Yes, but no memory for all those years. Uh-huh. And, you know, it is a psychological fact that we repress memories we cannot deal with. And all those years later, I have never had an experience like it before. The memory came roaring back into my head. And I thought I must be going crazy, because how can you forget such a thing? But we human beings can do it when we need to. And I think the reason it came up when it did, there were several factors. The most important one was that I was ready to deal with it. 1974, donc il aura fallu attendre 75, je crois, si mes calculs sont exacts, pour que Peter se remémore complètement cette histoire et que tout lui est revenu en fait 14 ans après, Ouais. qui était quand même enfoui très profondément dans sa mémoire. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors peut-être, Marie-Thérèse, moi j'aurais une question à vous poser, c'est de savoir comment se fait-il que de tels souvenirs puissent ressurgir 14 ans après, alors que c'est vraiment... est-ce que vous avez des exemples Alors, j'en ai énormément, d'autant plus que je travaille actuellement sur un cas particulièrement intéressant d'une femme qui a plus de 70 ans, a commencé à se souvenir de ce qu'elle avait vécu, et ce qui lui permet de comprendre tous les choses tordues qui lui arrivaient. Je vais essayer de vous le schématiser très simplement. C'est une femme qui avait une vie absolument classique, normale. Je dois avouer qu'elle est très astucieuse. Elle a beaucoup de dons, ce pas des dons exceptionnels, mais elle est douée pour la musique, pour le chant, pour la littérature, parce qu'elle écrit, elle a même publié. Et puis brutalement, l'année dernière seulement, c'est-à-dire qu'elle avait 69 ans, lui sont revenus en masse des souvenirs qu'elle aurait pu jurer sur la Bible que ce n'était que des inventions. Et ça lui a permis d'expliquer toute sa vie. C'est-à-dire, cette femme est devenue totalement insomniaque. Et on comprend pourquoi. Elle refusait de se coucher parce que dans ses rêves, ce qu'elle croyait être des rêves, elle voyait des choses tellement folles qu'elle n'osait même pas en parler avec ses parents, parce qu'elle se disait que ses parents allaient la punir, etc. Bon, tous ces souvenirs commencent à lui revenir et lui reviennent même maintenant. Et moi, son cas m'intéresse particulièrement parce qu'en général, on sait que les contacts, entre guillemets, se produisent plutôt avec des êtres jeunes. Elle a vu, pas plus tard qu'il y a 15 jours, un E.T. dans son appartement. Bon, je ne la nomme pas parce que comme les cas sérieux, en général, ne veulent pas de publicité. En général, ce sont des événements tellement traumatisants, même s'ils ne sont pas tous forcément déplaisants, qu'on n'a pas envie d'avoir l'air de faire de la publicité autour de soi avec ça. Je me souviens que lorsque je suis partie aux États-Unis pour travailler sur les enlèvements, j'avais loué un appartement et comme tous les Américains, il y avait une télévision dans ma chambre, dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain. Mais quelle que soit l'heure de la journée où je tournais un bouquin de télé, je tombais sur une émission où j'avais une abductée, enfin une prétendue abductée, qui me racontait ses histoires. Ce que je trouvais moi je trouvais ça sidérant, qu'on puisse raconter des choses aussi bouleversantes, parce que quand elles sont réelles, ces expériences remettent en cause toute une conception de la vie, toute une vision de l'existence, comme si ces contacts, entre guillemets, étaient un accélérateur d'évolution. Les cas d'amélioration de santé, les cas de guérison, j'en ai plein. Preston-Dennett en cite un certain nombre. Le cas le plus célèbre que j'ai rencontré, c'est celui de Carl Higdon. Carl Higdon, ne l'oublions pas, il était aux États-Unis, il était pensionné parce qu'il avait un poumon totalement défectueux. Je vous signale qu'aux États-Unis, comme en France, on ne verse pas une pension d'invalidité sans vérifier s'il n'y a pas vraiment une raison de l'invalidité.
Or, après son enlèvement, lorsque Higdon a été recueilli dans un hôpital où on l'a soigné, on lui a remis son dossier médical et Madame Higdon, qui est venue évidemment rechercher son mari, quand on a remis les radiographies de son mari, elle a dit: ce ne sont pas les radios de mon mari. Elle a répondu: bien sûr que si, c'est les radios de votre mari. Mais non, mon mari n'a qu'un poumon, l'autre est complètement détruit. On a vérifié, c'était bel et bien les radiographies du poumon de Higdon avant les radios de son dossier de ce qui est l'équivalent de sécurité sociale aux États-Unis. On voyait bien qu'il avait un poumon hors d'état de fonctionner. Et après, comme par hasard, son abduction, les 2 poumons étaient intacts. Des exemples comme ça, j'en ai des kilos. Les guérisons, c'est extraordinaire. Petite parenthèse, je ne veux pas être trop longue parce que c'est à Peter de parler. Hein. Donc, Mais tu as plein de choses intéressantes à dire également, Marie-Thérèse. Oui, Bernard. Ah, attends, ton micro il est coupé. On t'entend pas. Non, on pourrait peut-être traduire à Peter sur ce que vient de dire Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, tu veux traduire ce que tu as dit à Peter? I don't know if you understand French or not, Peter. Say again? Peter, I don't know if you can understand French or not. Very little. Very little. Oh, I was just speaking about Higdon. Do you know the story? The story of the radio. story- After his abduction, the body of Higdon have been totally repaired. So Non, Marie-Thérèse, parle pas aussi près de ton micro. Ça sature, on t'entend. Ça va mieux comme ça? Ça. Ça va mieux comme ça? Oui, on t'entend pas très non, c'est un peu loin. Approche, mais pas Alors, trop. là, comme ça? Encore? Un peu plus près. Encore un petit peu. Alors, c'est toi qui me l'as fait éloigner. Là, comme ça, c'est bon. Bon, très bien. When Mrs. Higdon came to hospital to take off his husband, and she asked for the radios. And when the hospital has given her the radios, she said, no, that's not my husband's radio, because the chest of my husband is totally destroyed. And on this radio, the chest is okay. So the hospital checked. And X-ray, not okay, radio. You know the story. Well, that's just one example. And I've quote many other examples because I'm working with an abductee. She's quite old. She is about 70 years old. And suddenly, just this year, she has recuperated all her memories. Before, she could not fancy this kind of story happened to her. And for me, it's quite strange because it's the first time for me I met such an old people finding her memories like this. Yeah. But, et ça, il faut bien l'expliquer aux gens qui nous écoutent, notre cerveau est doté, est extraordinairement fabriqué. Lorsque certains événements sont trop difficiles à supporter, ces souvenirs, au lieu de rester dans notre conscient, basculent dans l'inconscient. Et c'est lorsque nous sommes prêts à les affronter que ces souvenirs vont à nouveau refaire surface. Il est bien connu, par exemple, que des enfants ou des adolescentes qui ont été violés n'en ont aucun souvenir. Leur mémoire occulte ces souvenirs et qui, à un moment, vont ressurgir quand la personne sera prête à les accepter. Alors, évidemment, ce genre de notion a donné naissance à toutes sortes de polémiques sur la fabrication des faux souvenirs. C'est très difficile quand toute votre vie, vous avez vécu normalement et d'un seul coup, pour une femme, elle réalise qu'elle a été violée par son oncle Bertrand ou Gérard. Bon, vous découvrez ça à 30 ans ou à 40 ans,
vous dites, mais j'invente, etc. Mais quand vous réalisez que c'est vrai, c'est un vrai traumatisme. Et là, je trouve que c'est une protection extraordinaire du cerveau. I was just talking about false memory, and because we had a long discussion, it was 20 years ago, something like that. You remember all this. Bon, je reviens à toi, Bernard. We have Yeah, it, Peter. Go ahead, Oui. Peter. Go ahead. Go ahead. we have two phenomena going on here. One is that they have the ability to affect our thinking, to create a memory of something that is not real. They can do this, whether it is technologically or physiologically, we don't know. Also, we have the human condition of denial in shock. Mhm. If I wake up in the middle of the night and I see a bunch of gray aliens at the base of my bed, it has never happened to me. But if I did, I think I might find a way, my mind might go, no, this is not happening. Maybe I am seeing a bunch of owls, the bird, big white owls, and that is the memory that will stick. It is us or them, but there are this phenomena, like you say, Marie-Therese, of screen memories. Mhm. And a good investigator, sometimes working with a mental health professional, psychologist, can often sort these out or help the individual to clarify what is real and what is a screen memory. That's why probably it's very important to have hypnotism, and you can share, and you that in fact it was the way of working. If I remember, the for the Barney Hill case, they work with Simon. Dr. Simon, yeah, and that's how they can discern what is real or not. Alors bon, je dirais en gros, il faut également, c'est ce que j'ai compris, faire la part du réel dans les souvenirs des abductés. Il y a une partie qu'on rejette, d'après ce que j'ai compris. Les gens rejettent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, et puis il y a une partie un peu, je dirais, de rêve qui n'est pas réelle, qui n'ont pas vécu et qui finalement c'est extrêmement confus à la fin. Il faut donc se servir, et ça c'est le talent des investigateurs pour les abductions, qu'ils essayent d'investiguer, d'enquêter, d'analyser le vrai du faux et séparer le bon grain de l'ivraie. C'est un peu ce que je comprends dans la démarche des enquêteurs. Bon, et là, il y a des outils. On a des outils. Je crois que Attends, il y a un outil qui est particulièrement dangereux et nocif, c'est bien l'hypnose. Hein. voilà. Donc c'est l'hypnose dont il faut se marquer. Mais est-ce qu'on a le choix? Have we got the choice to choose between hypnotism and other means of investigation? Because the problem is hypnotism, as Marie-Thérèse is explaining, could be very dangerous. And but what tools we have? What tools we have to discern that? Well, Quels sont les outils que nous avons à notre disposition en dehors de l'hypnose qui peut s'avérer dangereuse? I think a great deal matters with who the practitioner is. The hypnotherapist or the person who is trained to recover memories with hypnotic technique, their motivation, their empathy, their patience, their respect for the subject, their appreciation that this is not crazy, that what they are saying very well may represent reality. In that sense, hypnosis can be a very valuable tool.
Otherwise, in-depth interviews, conversations, having the person become used to the fact that they are not being seen as crazy, that they are being respected, can often result in more memories coming forward. Again, you can't, hypnosis is not good or bad. It can be a valuable tool, or it can be a very poor tool to assist an individual and to recover information. It depends who is doing it and what their character and motivations are in conducting such investigation. Ce que je comprends d'après ce que répond Peter, ça dépend en fait de la qualité de celui qui mène l'enquête et qui effectue les séances d'hypnotisme. Alors Marie-Thérèse, peut-être que ça engendre peut-être une discussion qui pourrait être dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont véritablement qualifiés pour mener ce genre d'expérience? Alors, je crois que là, vous pouvez peut-être nous expliciter la problématique, parce que là, ça soulève quand même un gros problème. Alors là, je suis très gênée parce que je ne voudrais pas offenser ce cher Peter, qui, je le sais, est très lié avec David Jacobs. Non. Personnellement, je suis horrifiée par la plupart des discours de Jacobs. J'en ai même discuté, j'ai été confrontée avec lui dans une conférence aux États-Unis, donc c'est pas quelque chose que je dis derrière son dos. Je cite très souvent comme exemple le cas de Alice Haggerty, et j'ai le droit d'utiliser son nom. Je suis très respectueuse des abductés qui me demandent de taire leur nom. Alice m'a dit, tu peux absolument publier. Alice a eu un cas d'abduction absolument extraordinaire, qui se passait très bien. Pour vous le résumer très brièvement, elle était visitée régulièrement, par des aliens très sympathiques. Et puis un jour, elle tombe très malade, vraiment malade. Ses parents appartenaient à une secte qui interdit les opérations. Et le médecin dit qu'il faut absolument opérer Alice, sinon elle va mourir. Mais cette secte interdisant les opérations, les parents décident, c'est la volonté de Dieu, Alice mourra. Et Alice est en train de mourir dans son lit chez elle. Et une nuit, la mère d'Alice entend du bruit, et qu'est-ce qu'elle découvre? Sa fille dans la cuisine, devant le frigidaire. Alice ne s'alimentait plus depuis 7 jours. Je précise que j'ai rencontré le médecin d'Alice. Donc, je ne me suis pas compté de ce qu'on racontait. J'ai vu le médecin qui la soignait, qui était épouvanté de voir qu'il ne pouvait pas faire hospitaliser cette jeune patiente. Alice devait avoir 14 ans. Et Alice raconte par la suite que elle a été visitée par ses chers amis, les visiteurs, qui l'ont opérée et que tout se passe très bien. Ses parents l'ont accusée de mensonge. Le leader religieux de cette secte, je sais plus, excusez-moi, je ne sais plus quelle secte c'était. Est-ce que c'était les témoins de Jéhovah? Je ne sais plus très bien. Enfin, l'a traité de tous les noms de menteuse. On lui a même interdit d'aller au temple de cette secte. Mais le David Jacobs, entendant parler de Alice Haggerty, a voulu la rencontrer. Il a commencé à l'hypnotiser. Et il hypnotisait à sa manière. C'est-à-dire comme les inquisiteurs du Moyen-Âge qui terrorisaient les sorcières, ces malheureuses sorcières, jusqu'à ce qu'ils finissent par leur faire avouer qu'elles avaient embrassé le derrière du diable, que le sperme du diable était froid. Enfin, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des critères sur lesquels on pouvait dire qu'une sorcière avait rencontré le diable au sabbat ou non. Et conséquence, il l'a interviewé, je ne sais plus le nombre de fois, je n'ai pas mes notes, mais j'ai publié ça. Je crois qu'il a interviewé 77 fois, je crois, un nombre ahurissant. Et Alice m'a dit, je vous en supplie, publiez-les avant
Mes visites étaient absolument merveilleuses. J'étais avec des gens gentils qui me montraient la beauté du monde et me disaient qu'il fallait militer pour la planète, pour que notre planète reste bleue et merveilleuse. Et depuis que j'ai été hypnotisée par le docteur Jacobs, ils sont devenus épouvantables et ma vie est devenue un enfer. Voilà ce que peut faire une hypnose. Fin de Voilà. parenthèse. Euh, Explique ça, Paula, brièvement, mais je sais que Peter est un ami du docteur Jacobs. no, I will because I think it's Paul was not there when. Yes, sorry, I was discussing with my Yeah, colleague. he was out. Go ahead, Bernard. Peter, Marie-Thérèse is saying that she's absolutely disagree regarding hypnotism because of David Jacobs' experiences. She knows that you are close to David Jacobs, and I believe, and that's what Marie-Thérèse is saying, that this experience could be horrifying and disastrous. She gave the example of Alice. Haggerty. I don't know if you know this abductee, Alice Haggerty. That's it. Okay, Alice Haggerty, and in fact, she experienced a nice abduction, and after to have been interviewed and hypnotized by David Jacobs, she made horrible nightmares. It was horror show, and it was completely the opposite of what she felt before about the goodwill of the visitors and what she showed, the blue planet, the protection of the beauty of the earth, and because of that, Marie-Thérèse is absolutely suspicious and very negative concerning the David Jacobs approach. And but au-delà de ça, je crois qu'il est important de noter que tout ça se déroule aux États-Unis. Everything is taking place in United States most of the time. We have very few abductees compared to No, don't say that. Ouais. I don't think Marie-Thérèse would agree with that. Attendez, Marie-Thérèse. J'explique. Moi, je perçois selon, je dirais, ce qu'on sait, what we know officially. Unofficially, I agree with Marie-Thérèse. There is many more, but the problem at the basis, at the start, is coming from United States. And there is no doubt about it. After, it spread, but it spread in a limited way. I don't think, but in the United States, you have a lot of... are from the US, you mean? May I say? Yeah, please. Yeah. There is more abduction. It's coming from United States at the basic. After it spread, I agree with Marie-Thérèse, but basically, when you're talking with any journalist, it's a pure American phenomenon. It's a pure American problems. Abduction does not exist or very little outside and in foreign countries. Je pense que il est important de faire le point sur cette, en fait, je sais rien, mais l'information que nous avons, nous, journalistes, c'est que finalement, le phénomène des abductions est beaucoup plus fréquent aux États-Unis qu'ailleurs. Et on voudrait savoir pourquoi, et on voudrait savoir quelle en est la raison, et si c'est vrai. Alors, moi, I would like to know if it's true or not, or if it will concern both of you, Marie-Thérèse and Peter. You can answer to this question. The first thing, there is no trustworthy body of statistics to govern the percentage of people in any part of the world that have had this experience. What we do know is in the United States,
once research began into the subject of UFO-related abduction, and probably the leading pioneer in the scientific study of this was the late Bud Hopkins, that once there were publications starting to cover this, and once there were experiencers willing to go public, often with ridicule being attached, about this, more people came forward. My very best sense, and again, this is purely my opinion, that there may be huge numbers in other populations, but the ridicule factor is still extremely strong. Let us remember that all of us, we need to always be good skeptics. Even if you're at a point where you know the phenomena is real from your research, from your study, from your experience, all the more reason you must proceed carefully. And we must never confuse debunkers with skeptics. This word, American word debunker, the mantra, it can't be, therefore it isn't, therefore it's something else. And you have misunderstood, or you are a true believer or some kind of new age person, and I will explain to you all the pseudoscience that it may be. So it is not accurate to say it is happening more in the United States. It is, I think, more open to acceptance among the growing general population that this is part of the UFO phenomena, a part where still I respect anybody that thinks this is illogical, exaggerated, impossible. Of course, it sounds crazy, but it doesn't mean it is real. There is a good phrase I like, which is reality does not care what you think. It is your opinion. And the reality is very disturbing often and very difficult for even an open-minded person to accept. Non, j'ai pas. Du coup, excusez-moi, j'ai pas remarqué que mon micro était encore allumé. Du coup, la traduction que Peter, donc je vais faire la traduction de ce que Peter vient de nous expliquer. Donc déjà, il faut bien remarquer faut bien définir qu'il n'y a pas de statistiques qui régissant dans le monde le nombre de personnes qui ont été abductées par le phénomène des abductions. Ensuite, il faut parler du fait que voilà, c'est pas facile déjà de parler quand on a vu un ovni. Donc, quand parler qu'on est abducté, c'est encore plus compliqué. Donc, effectivement, ça a commencé là-bas et ça a encouragé d'autres personnes à parler sur ce sujet-là. Donc voilà, mais effectivement, le sujet n'est pas exclusivement américain, comme on a pu en parler. Ensuite, il a abordé également le fait que… excusez-moi, les amis. Oui. Comment, Bernard? Il n'y a pas de statistiques. Oui, voilà. Le repère, Peter, don't forget the repère. Don't forget the repère. Le sondage repère. Le sondage repère. Tu peux nous en dire plus? Oui, le sondage repère a été un sondage effectué aux États-Unis sur un échantillon représentatif de la population de tous les États-Unis. Il n'y avait que 2 États qui n'ont pas été concernés. C'était Hawaï et un autre État. Sinon, tous les États étaient représentés. Et il y avait une question, il fallait répondre à des questionnaires. Et ils avaient mis dans leur questionnaire une question piège très intelligente. Quand les gens travaillent intelligemment, c'est toujours un plaisir. Est-ce que le mot Trudel vous dit quelque chose? C'est pas le mot Trudel. Enfin, les auteurs du questionnaire avaient inventé un mot qui n'existait pas dans la langue anglaise. Et une des questions est, au cours de votre enlèvement, avez-vous entendu le mot Trudel? Et évidemment que si des gens répondaient qu'ils l'avaient entendu, c'était bien la preuve qu'ils mentaient. Bref, d'après ce sondage, on s'est aperçu qu'il y avait eu, à l'époque, plus de 3 700 000 Américains qui présentaient tous les caractères d'un enlèvement véritable.
Donc là, il y a eu quand même un travail de fait. C'était le départ d'ailleurs de la grande conférence au MIT. Hein. Tu lui expliques ou je... Non, je t'en prie, traduis, Oh, Marie-Thérèse. I was just talking about the Roper, who was at the origin of a famous conference at the MIT, where I have been a very interesting conference. Yeah. And following the Roper, there was more than 30 millions, 7 American who have been abducted. And I was just talking about this little trap with the question, during your abduction, have you heard the word? I don't remember which word it was, but they have invented a word which doesn't exist in the language. And it was a very easy trick to know who is lying. Because if someone is saying, yes, during my abduction, I heard the word, it was a proof this people was lying. So it was a good job. So you cannot say there was no statistics. At first, I have never had this experience. My sister did. Yes. So I am always an outsider in this, but one who has been trying to understand better and learn more for most of my life, for almost 50 years. Mhm. And this is one technique. It can be used in less exotic investigation as well. That somebody, let me put it this way, Marie-Therese, my experience with people who are intentionally attempting to fool people like us, that they have had this kind of experience, there are very few. In maybe some people are so lost and lonely, they want to be famous for this kind of crazy sounding thing. Yeah. But it is very much the exception to the rule, my experience. Yes, I heard someone from a UFO who was saying exactly the same thing. They don't have wrong case. People are honest, yes. Voilà, donc, oui, Bernard? Moi, je suis très, très circonspect. I'm very suspicious. I would like to know, because some abduction, you're talking of some abduction, very precise abduction, seems to me with a military goal. I mean, Pascagoula is my case of interest, because I think that the name is were the two guys who were abducted, Charlie and Calvin. And these guys, the last passed away recently. Calvin Parker, who passed away last year. Calvin Parker, and they were involved in the buildings of the nuclear submarines, as you know, because it's the shipyard, which is in Pascagoula, is one of the main shipyard of submarine and U.S. Navy ships. And I don't think it's a coincidence that it could occur that. Bernard, tu peux juste reformuler en français pour nos spectateurs. Oui, je parle du cas de Pascagoula, qui a donc impliqué Charleston et Calvin Parker, les deux. En fait, ils travaillaient dans les chantiers navals qui sont juste tout proches, chantiers navals militaires, hein, j'entends, parce que c'est là où on construit notamment les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins et d'attaque, et tout les navires, une bonne partie des navires de l'US Navy. Et ça, c'est cette rencontre du troisième type, cet enlèvement, enfin, appelez ça comme vous voulez, s'est déroulé à quelques encablures pendant qu'ils étaient en train de pêcher et tout ça. Je pense que effectivement là, il y a une relation de cause à effet
C'est pas une abduction totalement innocente. It was not innocent. It was really with a goal. So what I would like to know, you have several types of abduction. Vous avez différents types d'enlèvement. You have the common abduction, but this abduction close to a major military complex, for me, asking more questions. And that's why I am more interested in this, because that's my specialty. But again, I think we have to separate abduction and abductions. Je crois qu'il y a deux types d'abductions. Il y en a même peut-être plusieurs autres, mais celle-là, c'est des abductions quand même à vocation militaire. Mais il y a quelque chose que les Français ne connaissent pas du tout, que Oui. les Américains connaissent, c'est ce qu'on appelle le MILAB, c'est-à-dire Military Oui. Abduction. Voilà. Et on a des preuves. Do you understand me, Peter, or otherwise? The MILAB, yes, of course. Yeah. On a des preuves que les militaires ont fabriqué des faux cas d'abduction. Ça, on en a les preuves. Mais les Français ne connaissent pas du tout le dossier MILAB. Do you think that, Peter, they build up, I mean, the CIA or whatever the agency is acting, build up hoax of abductions in the military complex? Do you think that they did it? Let me respond. Good question. Number one, both Calvin and Charlie were friends of mine. In I think about 1989 or 1990, Charlie invited me to Pascagoula. They had a small conference, but we had time where he was able to walk the walk with me, take me to the locations, tell me what happened in his experience. Calvin repressed his memories very much. He was much younger than Charlie. In fact, Calvin was the friend of Charlie's son, which was how they ended up going fishing. Charlie did his best to, Calvin did his best to escape the memories, sometimes with alcohol, denial, but finally it broke through and he became a public person. That said, I have followed my passions, my interest in this subject, and as far as the world of UFO-related abduction goes, it has been a very tight focus for me. I know there are specialty researchers, colleagues of mine, who military abductions, for lack of a better term, that is their area of research. I am not equipped, in my experience as a researcher, to venture a well-informed opinion. I do know, from just being a logical thinking person and following this subject, that it would make sense, in a dark kind of way, for the military to mimic this kind of phenomena for reasons of their own, to upset, freak out, destabilize mentally people involved, maybe in high security projects. But I cannot offer a really well-informed opinion on military abductions. I understand why this is a focus of yours, Bernard, because of your background and the fact that you are a journalist that specializes in great part in this subject. I wish I could be more informative on this particular question. Donc, pour traduire ce que Peter a dit de manière globale, hein, c'est dur de traduire de manière très exhaustive, mais bien évidemment, donc Peter, il expliquait que justement, lui, il s'intéresse au sujet des abductions de manière générale et qu'il n'est pas spécialisé dans un domaine en particulier, qu'effectivement, il y a plusieurs domaines de recherche au sein des abductions et qu'effectivement, il ne trouve pas ça déconnant le fait
qu'il puisse y avoir des intérêts militaires pour simuler des abductions, que ce soit pour torturer psychologiquement un adversaire ou détruire la crédibilité de quelqu'un, ou bien même faire une psy-op, quoi. Donc voilà, mais qu'il n'est pas assez informé. En fait, il a l'humilité de nous dire qu'il n'est pas assez informé au sujet des military abduction pour exprimer une opinion informée. Toi, Marie-Thérèse, tu veux peut-être rajouter quelque chose à ce sujet? Non, parce qu'il y a eu toute une recherche très bien faite. Je ne sais plus comment s'appelle la femme qui s'en occupait. Il y avait une femme très remarquable qui a disparu d'ailleurs de la scène ufologique, qui avait pris le dossier Milab à bras-le-corps. Et je dois avouer que même Jacques Vallée dit qu'il a connaissance de plusieurs cas qui ont été fabriqués par les militaires. Évidemment, c'est très intéressant de déstabiliser complètement l'opinion des gens qui s'intéressent à ce sujet en leur fabriquant des faux cas à la demande pour qu'ils ne sachent absolument plus où ils en sont. Même avec le peu de vérité que nous connaissons, c'est un sujet totalement déstabilisant parce que quel genre de contact pouvons-nous avoir et avec quoi? Rien n'est encore clair. Quel que soit notre désir d'ouverture, nous en sommes encore réduits aux hypothèses. May I respond to one of the questions? Yeah, sure. I was this about one- to ask them for you. Please go. I benefit from the fact that Christine Hache has written her question in English, and she asks me, essentially, she feels that my sister received a musical gift, so to say, and that was the inspiration for, her moving forward music. Helen never felt that way, and I didn't either. When my memory returned, and we first discussed this, she was a very serious, aspiring poet. And her boyfriend at the time was a musician in a band called the Blue Oyster Cult. Ouais. And at the same time, another musician, his girlfriend was a poet named Patti Smith. And both Helen and Patti were asked to contribute what could be lyrics, poems that, if they could be worked up into songs, would be on the next album. And that particular album had songs by my sister and Patti Smith, who of course went on to become much better known than Helen. But it was not a gift from the aliens. It was hard work and learning to become a lyricist, which I find a very challenging kind of writing, to reduce into a few dozen words or sentences great ideas. I would much rather have to write a big chapter in a book than something small and compact. Anyway, I hope that answers your question, Christine. Donc oui, donc pour répondre à cette question qui était originellement de Erwin et on te remercie Christine d'avoir pris le temps de la traduire. Justement, Peter, il explique que c'est bien plus compliqué que ça et que non, c'est pas tout simplement un cadeau des extraterrestres, qu'il y a eu beaucoup de travail difficile derrière, qu'effectivement, ça peut-être, comme il expliquait en début d'émission, ça peut-être créé une césure dans sa vie où elle a fait certains choix qui l'ont mené dans cette direction-là, mais c'est pas un cadeau littéral des extraterrestres. Je vais prendre une autre question de notre cher Joël Bloss, qui n'est malheureusement pas avec nous ce soir, mais qui sera de retour jeudi prochain, mais qui pose malgré tout une question dans le chat, donc on va la prendre. Que pense Peter du livre de Lou Elizondo, Imminent? Est-ce que Peter connaît Lou Elizondo? So, a question from Joël. Have you read Imminent from Lou Elizondo? What do you think about it? And do you know Lou Elizondo personally? And repeat the question again. Yeah, sure. I was asking, did you read Imminent from Lou Elizondo? If yes, what did you think about it? And do you know Louis Elizondo personally? I haven't read his book. I have never met Louis. I take him seriously, and at the same time, I just don't know.
there are a number of public figures that we are all becoming better acquainted with, many of them introduced to us through American House of Representative government hearings, who are now personalities in the work, known names, who are now publishing books, speaking at conferences, and becoming more public figures even outside of the world of UFO studies. I just don't know. I am a person of goodwill who tries to take people at their word, but very often people disappoint you in this respect, or sometimes anyway. The best we can do is use our critical thinking, deductive reasoning, and common sense to try to come to our best educated opinions on individuals like Louis, who I hope is what he represents himself to be. And everyone I have spoken to who has met him says this is a nice man. He seems very sincere, but I can't speak about him beyond that. Très bien. Donc, pour traduire ce que vient de nous dire Peter, donc il n'a pas lu le livre, il ne connaît pas Luis Elizondo personnellement. Voilà, il respecte cette figure qui il n'est pas le seul, comme il le mentionnait, parmi ces figures de personnes qui ont travaillé au sein du gouvernement américain et qui maintenant sont des figures publiques au sein du monde de l'ufologie. Cependant, voilà, il ne peut pas définir avec certitude si on peut lui faire confiance. Lui-même, étant optimiste, il a tendance à faire confiance aux gens. Mais voilà, et seul l'avenir nous le dira. Personnellement, il ne sait pas. Marie-Thérèse, tu voulais Oui, intervenir yes. I would like to ask you something, my dear Peter. Since a long time, pendant longtemps, je t'ai vu travailler sur Rendlesham. Je t'ai vu travailler au moins 5 ou 6 ans, si j'ai bonne mémoire, mais tu travaillais comme un fou. Tu as publié ton bouquin et tu avais la collaboration de Larry Warren, si j'ai bonne mémoire. Et puis, il y a eu des problèmes. Alors, je voudrais que tu nous résumes un petit peu ton avis sur ce cas quand même très important, que certains continuent à contester, comme Jacques Vallée, qui a tendance à le prendre simplement comme une expérience du gouvernement. J'aimerais ton regard et ton point de vue final sur Rendlesham, auquel tu as consacré une grande partie de ta vie. I need you to repeat the question in English. In English, okay. Since during a long while, I've seen you working about Rendlesham, perhaps 5 or 6 years, and you were working very, very hard. And you were working with Larry Warren, huh? Okay. So you have done this book, and one day you've discovered Warren was lying to you. And you have done something wonderful, because something very courageous. You order your publisher to stop editing your book and to stop sending your book. Bon. Now, because you have worked such a long time about this fascinating subject, I must add here that for Jacques Vallée, Rendlesham is not what it seems to be. For Jacques Vallée is just a military operation with a military purpose. But I would like to know your real opinion about Rendlesham. Yes. First, I have to begin by saying, if somebody's intention is to fool you, and they happen to be a sociopath or a narcissist and can be very convincing. Also, if their story makes sense, if it is grounded in reality to a degree, then you follow that trail. In Larry's case, my best sense is that this was a young man who wanted to be famous for something. I think as a rock musician, which he was not able to do,
And while he was in the Air Force, stationed on that base, this series of unexplained events happened. I think that his roommate, Adrian Bustinza, who enters into the story, as you know, Marie-Therese, was involved, but was never going to become a public figure on it. That was the last thing he wanted. And Larry took that story and made it his own. But he was able to establish, I had been in the Air Force, I was on location at the time. Nothing shook that story for me until years after the book was published. Researchers in England, many of them readers of the book, people like I was 40 years ago, beginning on their own, started to find problems. You said this here, but you said this there. My reaction was, please, I am the expert on this. And I didn't look. But finally, I started to read what they were sending me. And it was a very embarrassing, humiliating experience. But I had a choice. I could either be a tough guy, macho my way through it, and you're all wrong, and I've got the book out, and I don't need this nonsense, or go over their research and validate that they were right and I was wrong, and then be very public about it. In England, I had returned year after year to speak, and after this scandal, I wasn't invited back for 5 years. I had to win back people's trust, respect, and goodwill. I cut off my relationship with him, and I asked our publisher to do their own investigation based on the information I had. They did their own investigation and agreed with me, sadly, that it was a nonfiction book with fiction in it. I will always be very proud of much of that book, but the threads of untruth are woven through it. If you read it with that knowledge. Donc, je vais essayer de tout traduire. Ajoute des détails, Marie-Thérèse, parce que c'était quand même une longue réponse sur un cas assez compliqué. Mais en gros, voilà, Peter, ce qu'il nous expliquait, c'est que voilà, il a publié un livre, il avait des sources pour ce livre. On l'a nourri de mésinformations, de désinformations. Voilà, en gros, ça a remis en question la crédibilité de son livre. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes auraient pu faire, c'est-à-dire se taire, rien dire, espérer que personne s'en rende compte, bah, Peter, il est devenu vocal et publiquement a dénoncé le fait que voilà, il y avait ce qui était écrit dans ce livre était inexact et que justement, il a demandé à son éditeur d'arrêter de le publier, d'arrêter de le vendre. Ce qui est très, très rare et ce qui démontre vraiment la démarche honnête de Peter Robbins, c'est que bah, il fait pas ça pour l'argent. Il fait ça pour la vérité. Et si même ses propres ouvrages, même si ses propres ouvrages vont à l'encontre de ses valeurs, bah, il les enlève. Il ne se pose pas la question, pas de deux fois. Et tu peux rajouter quelque chose, Marie-Thérèse, vis-à-vis de sa réponse? J'ai sûrement oublié quelques détails importants. Non, pas du tout. Tu as dit le plus gros, et c'est pourquoi, en introduction, je vous ai dit pourquoi j'ai tellement d'estime pour Peter. C'est un cas sans exemple, je crois, dans l'histoire de l'ufologie, une telle honnêteté. Honesty. I have an element to bring to Rendlesham, but not connected with Larry Rowan. I met Larry Rowan, and he lied to me, and I saw it right away because I was showing him, a reconstitution of the UFO he was supposed to have seen. And he told me, "Oh, that's it. That's the one." I was not there. He could not recognize something I nearly reconstituted by myself. So it's for me, it's a fact. So there is no way. No. Donc je savais que Larry Warren mentait parce qu'un jour je lui avais montré une reconstitution qu'on avait faite pour VSD et ça pouvait pas être
ça pouvait pas être aussi flagrant. Et il m'a dit, oh oui, c'est cet ovni que j'ai vu. Alors moi, quand j'ai vu c'était une telle affirmation, j'ai dit, oh là. Okay, but on the other end, I would like to speak about the case of Jim Peniston. Okay, Yes. Let me Jim, first. I know him, Yeah. and he showed me something. You know the symbol. Jim Peniston était un Yeah. des témoins, Of était course. sergeant at this time. He was a soldier. Yeah. And he reconstituted the symbology and the icons he saw on the object. He touched. Yes. And as a result, I have shown some of the symbology to a physician, a guy who was connected with nuclear research, and especially on ICBM in England. And the guy recognized a symbology of what they are using in the ICBM. So it means that what is the relationship, what is the link between the symbol he reconstituted and him? Jim Peniston has no knowledge for doing that. Il n'avait pas la connaissance pour reprendre la symbologie. Jim Peniston était donc un des témoins. Il a reconstitué les symboles qui étaient représentés et gravés sur l'ovni en question, qui s'était posé et qu'il avait touché. Hein, il avait touché cet ovni, prétend-il. Et je crois que l'un des symboles était, j'ai présenté cela à un physicien militaire anglais qui a dit, mais ce symbole, je le connais, nous l'utilisons dans nos travaux, et ce sont des symboles qui sont liés à je dirais, à des formules mathématiques et autres concernant la défense et concernant l'élaboration de missiles ICBM, comme les Tridents, comme les autres. Et bon, je dois dire que Jim Peniston est un simple sergent. Il n'avait pas la connaissance pour reprendre une symbologie comme ça. C'est pas une symbologie qu'il a totalement inventée. Mais je crois que effectivement il y a quand même une suspicion, un soupçon, je dirais, peut-être de quelque chose de réel derrière, parce que on peut pas quand même nier cette symbologie. Bon, il n'y aurait pas eu cet exemple qui m'a touché personnellement, que j'ai pu vérifier moi-même, je dirais d'accord. Mais là, quand même, c'est un peu flagrant. Donc, peut-être que ça ajoute une touche de mystère à Rendlesham, mais moi, je pense que Peniston n'a pas tout inventé non plus. Hein. Il a quand même récupéré des faits qui sont indéniables. I think that Peniston could not invent that. He could not. He didn't have the knowledge. He didn't have the connection. So I think in the testimony of Jim Peniston, there is a part of real things. Oh yes, and I want to apologize to Marie-Therese in going off and talking about what I was. I never answered her question, which was, what do I think was really what happened in the Rendlesham Forest on those nights in late December? I can't be sure. The fact that I spent 9 years researching the book and then spent years after the fact continuing my research, and once my part of this story became a problem in that I had been fooled, I removed myself from the research. I have, since 2017, not been involved at all in that area of study, in what happened in the Rendlesham Forest. However, when I was doing my work, I was very suspect of Jim, because my guy was right, you know?
I thought Jim might have been the subject of some kind of mind control, or that he had been put through some kind of programming. I now feel that he and John Burroughs, who also was with him, two Air Force security men, that their experience was the authentic experience, whatever it represented. Who does not respect Jacques Vallée in our field? He has been a pioneer in many respects and made many of us think more deeply. My main area of interest in the entire area of UFO studies has been a slice: the abduction phenomena, the gray beings, the physicality of certain UFO phenomena as hard machines of advanced technology coming and going with impunity on their own. In that same sense, whatever happened in the forest was either a cleverly designed program by some aspect of the American military or intelligence community to make the men involved think, feel, believe that they had been involved in an event with interdimensional or extraterrestrial, or however you want to classify these other intelligences, or it may have been a manifestation of these other intelligences, or it may have been both in some way. So we are still left with a mystery. The research continues. There are good writers in the field. A number of books have come out that I understand are worthy of our respect and attention. Since I withdrew from that area of research, I wish everybody involved in continuing that investigation all the best and much luck in coming to a more sound conclusion than I was ever able to come to. Pardon, le micro était coupé. Donc, ce que Peter nous expliquait, c'est que bon, déjà, ça fait plusieurs années qu'il s'est retiré de l'incident de Rendlesham, dans la mesure où, voilà, suite au scandale qu'on évoquait un petit peu plus tôt, bah, une fois qu'il s'en est retiré, quoi. Mais après, voilà, il aborde plusieurs aspects de ce cas où il en vient expliquer que, effectivement, ça pourrait tout à fait être une opération programmée, initiée, designée, conceptualisé pour faire croire aux militaires qui étaient présents sur la base qu'ils étaient effectivement, ils ont rencontré une intelligence extraterrestre, interdimensionnelle, non humaine, peu importe comment on pourrait l'appeler. Donc effectivement, soit ça serait une expérience qui était portelle, faire croire cela, soit effectivement, ils ont bien rencontré quelque chose qui venait d'ailleurs, ou bien il y avait un petit peu des deux dans cette histoire. Marie-Thérèse, tu voulais intervenir? Non, je dis que c'est un cas toujours ouvert, finalement. Oui, voilà. Let me go to one of the questions here again from Christine about whether or not it was Peniston or Burroughs that was injured in their confrontation with this object. It was Jim Peniston who actually reached out and touched it. And from my conversations with Jim, and I have to say I have nothing but respect for both of these men, who I treated very poorly in many respects, not taking their accounts as seriously as my co-authors. I realize now I was quite wrong. It was John Burroughs, though, who developed severe heart problems and other physical ailments after the fact, and who, I guess it's about 10 years ago now, the Veterans Administration that deals with the health of United States military veterans acknowledged that his health problems were the result of something that happened to him while he was in the military. They, of course, did not come right out and say it was involved in that event. But the result of that was Jim's either military pension, I forgot how it worked, but the government acknowledged with continuing, to address his healthcare problems as the result of something that happened to him while he was serving in the United States Air Force. I hope he's doing well now. I haven't been in touch with him in some years.
Donc pour traduire la réponse de Peter à Christiane, donc effectivement, attendez. Effectivement, il n'a pas pris ces 2 messieurs suffisamment au sérieux au début de son enquête et il le regrette. Effectivement, il n'a pas pris aussi sérieusement que son co-auteur l'a fait. Mais voilà. Et il parle du fait que il y a un des deux témoins qui justement a vécu Ouais. des problèmes de santé très graves suite à cet incident et qui justement a reçu comment ça s'appelle ça, des pensions, c'est ça Bernard, des dédommagements suite. Oui, il a reçu en fait une pension, Une pension, oui. une Ouais. pension en tant que vétéran parce qu'il avait des troubles cardiaques et puis d'autres troubles assez graves, je pense de type cancer ou autre, qu'il avait développé par la suite. C'est Larry Burroughs qui avait donc contracté. Mais Jim Penniston m'avait dit également quelque chose de très intéressant et ça, on va pouvoir le renouer, le ressouder avec l'actualité. Jim Penniston told me that a C5 Galaxy military transport aircraft was sent, especially because of that. And so that is another element nobody has the need really to tell me. But Jim Penniston told me, in fact, this problem was not very explained by the Air Force. Halt, Colonel Halt, le colonel Halt commandait la base, was reluctant to talk about this especially detail. But it reminds me now the Immaculate Constellation program, because that's exactly what they are doing, especially in worldwide, when there is an event or I don't know, debris, or they are sending a C-17 or a C-5 to collect the sample, to collect the debris, to bring back to United States. Yeah. Et je pense que ça correspond tout à fait au programme Immaculate Constellation que nous a expliqué. Et c'est tout à fait dans les normes. So they are following the procedure, the same procedure the whistleblowers told us through the Immaculate Constellation program, or ICON, what I heard also it's named. But I think it's gathering. But do you think, Peter, that you have know the subject to play the decoy in this affair? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Peter, d'avoir joué un peu je dirais, comment on appelle ça, decoy non, decoy, un leurre, comment on dit ça, un leurre. Oui, un leurr, ouais. Il a servi de leurre pour voilà. transmettre l'information et prendre la faute, quoi. Voilà, that's my question to you, Peter. Possibly. Let's face it, when we talk about the subject of UFO studies is a very big tent. And within the research community, there is what we call in English smoke and mirrors. You know, is something real or is it manufactured to draw in believers or people who will now take the equivalent of a political stand of this is what UFOs are. I think those who move the chess pieces around, those who have always been in control, like nothing more in terms of our subject when we get into arguing with each other. Like when MJ-12 appeared in 1987, people are still arguing about it, and rightly so. I want to go to a question, though, from Sagittarius A about what would be the impact of full disclosure, and I like the way they put the question, on those of us in the UFO research community as well as the general public. In the research community, I have been observing over the past years
colleagues, friends, people emerging in the field, personalities, kind of jockeying for position. The idea being, once this all breaks open, are we going to be left behind? And it's all going to now be turned over to, the people that read the news and government officials and, popular personalities in culture. There is almost an anxiety that we will be forgotten, or we have worked so hard for attention on a certain level, for notoriety, to become a public person in the minds of the greater public and not just our smaller UFO-related community. As far as the general public goes, this is still a subject that rightly is being argued and discussed back and forth. There are people that say, oh, I know what will happen when disclosure happens. Well, they think, they believe, they imagine they know what will happen. We in the research community sometimes forget we are not representative of the general public. Most of the general public doesn't even think about this. They are going about their business. They are trying to take care of their families, stay healthy, hope that the world doesn't blow itself up. And many of us are seen as extremists or believers or, one step away from science fiction. We don't know how the general public will fully respond, but the disclosure process, which is just going on every day, it's part of the way the world is, at its best is helping to educate people, to normalize the possibilities that for them are still rather shocking or in conflict with perhaps their religious beliefs or their philosophies or their picture of the universe. I think it is not quite predictable yet. And that is one of the reasons that there is so much conflict behind the scenes about what should we do. How there are people that know the truths, but they're not ready to just let us know. That's a perfect link with the article that we're going to cover in a few minutes, because we need to get to the news because time flies. But yeah, I'm going to translate your answer first. Donc, ma Jojo, ce que vient de te répondre Peter Robbins, c'est que en gros, bon, il y a plein de gens qui pensent tout un tas de choses. Il y en a qui disent oui, moi je pense ceci, moi je crois cela, moi je suis sûr de ceci. Mais c'est qu'au final, personne ne sait pas grand-chose. Parce que déjà, c'est une situation qui est assez inédite et aussi, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer. C'est impossible de prévoir comment le public va répondre. De toute façon, on le voit, hein, il y a une pluralité de réponses en fonction des gens. Mais que voilà, Peter le constate au sein de son entourage, il y a des personnalités émergentes, des gens dans son entourage qui s'intéressent de plus en plus au sujet vis-à-vis du fait que, qu'on le veuille ou non, qu'on croise ovnis ou non, il y a une conversation qui s'est créée depuis 2017 et on n'arrête pas d'aller en avant, en arrière, où justement on se dit qu'est-ce que c'est, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait, et qu'il y a un mouvement de disclosure, c'est un processus et qu'il est en cours et qu'on ne sait pas ce qui va arriver, mais que ça arrivera dans tous les cas. Donc voilà. Ensuite, justement, on va passer, si vous êtes d'accord, Bernard et Marie-Thérèse, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, mais l'heure tourne, il est déjà 22 heures. On va passer à l'actualité, justement. Le premier article de l'actualité cette semaine que Thibaut nous a concocté, on le remercie, malgré qu'il ne puisse pas être là ce soir, c'est justement par rapport à toutes ces rumeurs, ces rumeurs, c'est pas que des rumeurs, hein. En ce moment, il y a eu plusieurs articles qui parlent du fait qu'on serait à l'aube d'un annoncement exceptionnel sur la vie extraterrestre. Et justement, je pense que ça fait lien avec l'annonce qu'on avait eue il y a quelques semaines de ce réalisateur de la NASA qui disait qu'on avait trouvé la preuve, ça y est, et qu'il y aura un annoncement. Ça doit faire aussi référence au télescope James Webb. Donc moi, ma question vis-à-vis de cet article que je vais poser directement à Peter va être la suivante. Est-ce qu'il y a vraiment un changement? Est-ce que vraiment on est sur le point de découvrir la vérité? Ou est-ce que c'est encore un effet d'annonce?
Bon, je pense qu'avec l'humilité de Peter, il va nous dire qu'il ne sait pas, tout humblement, mais je vais quand même lui poser la question. Peter, so the article that we are going to cover right now is about, so first, it's an article from the Mirror, and it's about the fears of Yes. imminent alien announcement. So so first, it's an article, it's an interview with Nick Pope, basically. So it's mainly the opinion of Nick Pope, which is not my main interest in this question. No, my question is more like, because we've been hearing about what James Webb might have discovered the past few weeks. We also heard about this NASA filmmaker that said that there was going to be huge announcement. We found it. Yeah. What is your stance on that? Do you think there is really something to it, or it's just an announcement effect, like we're really accustomed to? I mean, this kind of article, I feel like I've been reading this kind of article every year for like the past 10 years, Let's remember, number one, newspapers are in business to make money like any other business. And the Mirror is a tabloid that sells more newspapers when they have stories like this, simply saying this may be imminent. It could be happening soon. Yes, or we'll continue to wait for a long time. It is part of the culture. And it keeps certain people in the news. It keeps the subject in the news. It gives readers something to maybe take their minds off of their normal problems or the crazy state of the world right now. I have seen this happen on and off for decades. And so far, it hasn't happened. It could happen tomorrow, or we might be waiting another 10 years. Who knows? It is what it is. It is a newspaper publishing an article by a well-known and respected personality in the work to keep interest on the subject and to put forward an idea that may be true, but so far has not happened. I would, I would see it in that spirit. All right. Donc, ce que Peter vient de nous expliquer, c'est qu'en gros, il faut se rappeler que les médias, et en particulier les tabloïds, c'est du business qu'ils font. Faut pas l'oublier. Et que du coup, voilà, c'est dans leur intérêt de faire des grands titres, des effets d'annonce avec des personnalités telles que Nick Pope en interview, qu'il y a peut-être quelque chose derrière, mais que ce type d'annonce, on l'a entendu pendant des années en boucle, et que pour l'instant, il n'y a rien qui est réellement sorti. Donc voilà, ça pourrait être un effet d'annonce, juste, il pourrait y avoir quelque chose derrière. En finalité, on ne sait toujours pas. Mais dans tous les cas, ça permet de garder l'actualité, l'info dans la boucle. On continue de parler du sujet et ça peut intéresser des gens qui n'y sont pas vraiment habitués. Voilà, un commentaire, Marie-Thérèse, Bernard, là-dessus? Non? Oui, moi j'ai juste, I have just a question. Peter, as everybody here, what do you think the impact of the next presidential election on the 5th of November? Do you think it could change the goal? It could generate maybe such a disclosure, whoever win the presidential election? Est-ce que Peter, est-ce que vous croyez que les élections présidentielles vont jouer un rôle majeur, éventuellement dans une disclosure, une révélation de ce genre? Okay. Given, as you know, from seeing the news from America, we have never been more factionalized. The lines are drawn very clearly. We are demonizing each other, so to say, in the political realm, rather than trying to come to common goals. And yes, it may,
but it may not. I think, frankly, disclosure and the UFO question is the last thing on the mind of Vice President Harris or former President Trump right now. And once they come into office, whoever wins this next election will have more than enough to deal with in the terrestrial realm, unless there's something pressing that we don't know about, where they may have to make a statement. That is always part of, the logic of thinking politically. I would not expect any attention on this subject, no matter who wins the election, at least until they are settled into their roles and the country is starting, hopefully, to come together somewhat. But I don't anticipate any major change with either candidate, unless, again, there is something that comes up that they learn and they feel they must make some public statement. So far, since President Truman in 1947, no president has gotten to that point. You don't think there is no agenda to push the pressure for the Congress hearings and everything? There is no something we ignore, we don't know, and they have a time a countdown to respect. Otherwise, they will. I don't know. I guess. I think that there is a growing, genuine curiosity and concern among a number of American elected officials about this situation. They are concerned, they are interested, but the White House, not so much. Perhaps after the next series of hearings coming up next month, really just in a few weeks, something may change. More influential congressional representatives may take part. Perhaps some whistleblower will be able to produce something approaching evidence, which will make the whole thing is going to matter more if the American public becomes more seriously interested in this. If there were a political push to make disclosure a political issue, something that my friend and colleague Stephen Bassett, for example, has been trying to do for many years, and a number of other respected colleagues, but Stephen best known. Yes, it could change. Right now, though, again, as far as the White House is concerned, they don't need this. They don't want it. They're hoping that, I think, that they won't have to deal with it. But what happens in Congress, how it influences the American public, how we in the UFO research community continue to do our best to educate the public at large that we have some contact with, we will see what happens. But it is very unpredictable right now, I think. Donc, ce que nous dit Peter, il n'est pas très optimiste du côté des élections, hein, pour répondre à la première question de Bernard, où justement, il explique que c'est probablement la dernière chose que Kamala Harris et Donald Trump ont à l'esprit quand il s'agit de leurs enjeux électoraux. Cependant, il pense qu'il peut y avoir un changement du côté du Congrès suite à l'élection qui va se tenir dans 2 semaines. L'audition au Congrès qui va se tenir dans 2 semaines. Donc le 13 novembre, le mercredi 13 novembre, juste avant notre conférence le 16, Marie-Thérèse, où justement Nancy Mace organise cette audition et que là, il y aura peut-être des résultats plus probants. Mais qu'en tout cas, là, pour les élections ou même quand le prochain président ou présidente sera en office au bureau, ovale, voilà, ça risque pas d'être sa priorité parce qu'il y a déjà suffisamment de bordel sur Terre à gérer pour s'occuper des problèmes des autres. Cependant, il y a peut-être un agenda, comme l'a souligné Bernard, ou des problèmes adjacents et directement liés au phénomène qui pourraient faire qu'il soit obligé d'en parler, ou alors parmi tout ce processus de divulgation, en tant que président, il croise une info et cette information est significative et les faits
se posent des questions au point qu'ils se disent peut-être que je fasse une déclaration, que je communique dessus. On avance, on va passer. D'ailleurs, ça fait la transition. Je vais faire la transition avec l'anniversaire des Tic Tac. Bien sûr, parfait. parce que nous avons, we have actually right now many sightings and many observations above major Air Force facilities and Langley Air Force Base, which is close to the CIA headquarters, the nest of the F-22 Raptor, the state-of-the-art fighters we have. West Coast, we have also things. The militaries are under pressure in some extent. Je crois qu'en fait, il faut quand même mentionner qu'il y a quand même une pression qui est subie par les militaires actuellement d'observation d'ovnis au-dessus de grandes bases aériennes, notamment la base de l'Anglais, qui est également la même localité que où se situe le quartier général headquarters de la CIA. Et ces observations ne sont pas expliquées et mettent les militaires américains sous une certaine pression. Donc, bon, ça dépend pas uniquement des politiques. It's not depending only on politicians, I have the feeling. Yeah. You mean like there are a lot of pressures from the hierarchy to report on that from Congress? I was talking to you, Bernard, but anyway. Next article. Donc, on va parler de l'incident du Nimitz. C'est les 20 ans, de l'incident du Tic Tac. Bon, effectivement, l'incident du Tic Tac, la plupart d'entre nous, on en a pris connaissance en 2017, fin 2017, mais voilà, c'est arrivé en novembre 2004, pardon. Donc, c'était le 14 novembre. Le 4, oui, 2004. Comment, Bernard? 2004. Oui, c'est bien ça. Donc, c'était en novembre, il me semble, le 14 novembre 2004, où on a ce fameux incident. Bon, on va le rappeler rapidement, même si tout le monde connaît. Il y en a un juste au-dessus de la tête de Peter à l'écran, un fameux Tic Tac. Donc, cet incident où il y avait l'opérateur Kevin Day qui avait détecté sur ses radars cet objet qui descendait de 80 000 pieds à 50 000 pieds, puis ensuite de 50 000 pieds à 50 pieds au-dessus du niveau de la mer, et cela à une vitesse folle. C'était enregistré à 0,78 secondes, il me semble. Et ensuite, il y a Kevin Day qui avait contacté ses supérieurs, à savoir que ça faisait plusieurs semaines qu'ils voyaient ces objets sur leur radar et que du coup, ils ont demandé à des pilotes qui étaient dans la zone pour une mission d'entraînement d'aller intercepter l'objet. Donc, il y avait un premier pilote, je ne me souviens plus le nom, mais il n'avait pas assez de carburant, il rentre à la base et du coup, c'est Alex Dietrich et David Fravor qui prennent le relais sur cette interception. Et c'est là où intervient ce fameux récit qu'on connaît tous bien, où il y a David Fravor qui plonge pour aller intercepter le Tic Tac. Il y a Alex Dietrich qui reste en hauteur à survoler pour surveiller la zone, mais David Fravor, tel un Top Gun, tel comme Tom Cruise dans Top Gun, il fonce sur l'objet. L'objet, il s'aligne avec lui, il lui fonce dessus, il se tourne en rond pendant 15-20 secondes avant que David Fravor essaie de briser le cercle du dogfight et que le Tic Tac disparaît à l'horizon. Le Tic Tac qui réapparaît au Cap Point. Le Cap Point, c'est le point de rendez-vous que les pilotes c'est une zone d'entraînement au combat aérien qui était prévue et qu'ils utilisent. Et généralement, cette zone est absolument classifiée. Donc, c'est le point de rendez-vous suivant des pilotes et seuls les pilotes ou les opérateurs radars auraient pu le savoir. Donc, là, le Tic Tac avait cette information-là. Il y va. C'est là qu'ils envoient Chad Underwood qui lui était équipé dans son F-18 d'une caméra infrarouge et qui a filmé cette fameuse vidéo qu'on appelle FLIR, qui a terminé dans le New York Times en 2017 et qu'on connaît tous maintenant. Donc voilà, donc c'est un article de George Knapp. George Knapp, vous le connaissez tous très bien. C'est une rockstar de l'ufologie située à Las Vegas. Et du coup, il nous refait cette rétrospective de l'incident du Tic Tac. Comme on peut voir ici, du coup, avec le commandant David Fravor, son visage doit vous être familier, j'en suis certain. Et du coup, voilà, il nous réénacte cet incident. Moi, ce qui m'impressionne, ce qui m'a toujours marqué vis-à-vis de cet incident, je donne mon avis personnel, c'est que déjà, je vous le dis souvent, moi, ça fait pas longtemps que je m'intéresse à l'ufologie, ça fait seulement quelques années. Et l'incident du Nimitz il a joué un rôle dans la mesure où, en fait, c'est un incident qui, selon moi et beaucoup de personnes, est bulletproof dans le sens où c'est très difficile de remettre en question
la réalité de ce qui s'est passé lors de l'incident du Nimitz, à moins de faire des gymnastiques mentales à la Mick West qui sont encore plus improbables que l'existence même des extraterrestres. Mais Donc, ça tient pas la route. Ça tient comment pas la route. Ça ne tient pas la route. Les objections de Big West ne tiennent pas la route pour la simple bonne raison il que omet totalement le témoignage des pilotes, il prend en compte que la caméra il n'y a pas que les infrarouge. pilotes. Ouais. Il y avait 2 témoins supplémentaires dans chaque avion. Il y avait un guy in the back. Il y avait un observateur, opérateur du ciel Burnham. Voilà. Ouais. Sur les 2 avions pilotés par Fravor et Alex Zitrus. Premier point. Et à Deuxième savoir point. qu'il n'y avait pas que ces avions-là, il y en avait 2 autres, hein. Un avant et un après. Alors, il y a le Marines du début qui, lui, n'a rien vu, n'a vu que simplement que les remous à la surface de la mer. Il n'a pas vu le Tic Tac. Mais lui, il était en vol d'essai, donc il faisait simplement un vol de réception et il avait pas assez de carburant, donc il est revenu. Et c'est Trevor et Dietrich qui ont pris la succession, qui eux ont affronté véritablement le Tic Tac. Mais en plus de ça, il y a le témoignage d'un avion de guet avancé qu'on appelle un avion à wax qui était un Hawkeye, voilà, avec une antenne rotodome. Et les 2 pilotes qui étaient à l'avant ont vu un tic-tac devant eux qui était en même temps détecté par les observateurs radaristes à l'arrière de l'avion. Donc ça veut dire qu'il y avait véritablement un radar visuel. Et ils ont vu ça, c'est pas resté longtemps, mais tous ces détails n'ont jamais été mis en avant et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça apporte une certaine crédibilité à l'affaire. Très bien. Marie-Thérèse, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on aborde la thématique avec Peter? Non. Très bien. So Peter, we were talking about I think you understood that, the Tic Tac UFO incident that happened in 2004 with David Fravor and Alex Dietrich and Kevin Day and Chan Underwood and everybody involved in this incident. So we just quoting an article from George Knapp on 8 News Now. Because it's been 2 decades now since the Tic Tac incident. It was almost 2 decades because it was from Kevin Day. It happens during weeks, but the encounter with David Fravor and Alex Dietrich happened on the 14th of November 2004. So it's almost 20 years. I was saying that this case is like a game changer for a lot of people in the community. I was talking about me because, I'm young, so it's not been that long that I've been involved and interested in ufology. But the Tic Tac incident was one of those cases that really got me hooked, because there is, in my own opinion, I'm not the only one, but it's still an opinion. It's one of the cases that is bulletproof. Like you cannot say unless you're called Mick West and you're using mental gymnastic that are so unlikely that even alien life is more likely. When it comes to ICAM Razor. So I wanted your thought on that, on the Nimitz incident. What makes it exceptional, and if you have anything to say about it, especially. I've spoken to Kevin also, who I consider a friend, and also to Navy Chief. By the incident, it changed his life. And also to Navy Chief Sean Castile, both of whom I have great respect for, and who have really been incredibly beaten up in public in the same way that anyone with the courage to come forward and in this case, you might say, embarrass the establishment, the military establishment, by sticking to their stories and saying, this is what I saw, this is what I experienced. It's a quiet kind of heroism, and there's no plus. They're not getting any benefit from it. This kind of notoriety is not something anyone intentionally seeks out. My best opinion, understanding, is that what they observed was a truly physical phenomenon that either was
extraterrestrial, interdimensional, otherworldly in nature, or a manifestation that we human beings, in this case probably the American military, have cracked this technology to such a degree, back engineered it, if you will, that we are now able to mimic some of these machines and their behavior. You know, many years ago, I remember watching what we call in America a dragonfly, beautiful insect with double sets of wings. And it was like that, which is just what these particular objects do. And what other historic, unexplainable, seemingly technological and not atmospheric or weather conditions or what have you. It is almost that they've harnessed this aspect of nature. If you, Bernard, you're a pilot, you know, if you're going as fast as you go in a conventional fighter aircraft, and you're going like that, and you go like that, you'll rip your head off. You'll die. It's and not the aircraft wings, it will rip out the entire craft. It's not something physiological that a human being could probably deal with very well, unless, you know, who knows what the pressurization is. I think, you know, like you say, Paul, this was a turning point. And again, let's remember that this whole BC AD moment, when things changed at the end of 2017, early 2018, it was because three very distinguished American journalists were able to put it all into a series of newspaper articles that validated and verified the experience of the men involved. I think it's terribly important, and I'm damned if I know what they were or where they were from. I like to proceed in my investigations always looking at the first possibility, the most mundane, boring, everyday, and examine that fully. And if you don't get your answer, then you take just one step to the second most boring, everyday. If you keep going and there's no explanation, that is when things get really interesting. But you verified your work as you go. You're not just saying, oh my gosh, a machine from outer space, or this is not a good way to proceed. It's a very important case, and I hope we learn more about it that can be verified. Yeah, but once you removed everything, like Sherlock Holmes would say, whatever remains must be the truth. But yeah, donc pour traduire la réponse de Peter, bon désolé, hein, aidez-moi les amis, j'ai sûrement, la réponse était longue, je vais sûrement oublier des choses, donc n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Mais du coup, il expliquait que bon, déjà, il avait beaucoup communiqué avec Kevin Day et qu'il était aussi en lien avec David Fravor, et que justement, on a fait face à un cas où on a plusieurs hommes et femmes, du coup, qui ont littéralement embarrassé l'establishment militaire, le statu quo, au sein de l'armée, parce qu'ils sont restés stick to their stories, ils sont restés fidèles à leur histoire, ils étaient cohérents les uns avec les autres, et ce qui fait que voilà, on est face à un cas où forcément ça fait bouger les lignes, on a fait avancer les choses, et voilà, c'est un cas fascinant. Oui, vas-y Bernard. Oui, il a cité quand même la possibilité que le complexe militaro-industriel américain ait pu mettre au point, grâce à la rétro-ingénierie, des engins qui auraient été capables de voler comme des libellules. Et c'est vrai que les libellules... Il a dit c'est soit c'est quelque chose de non humain qui vient d'ailleurs, soit c'est les militaires effectivement qui ont répliqué cette technologie. Et il a utilisé l'allégorie de la libellule parce qu'il a vu une libellule bouger comme ça. Absolument, voilà. Ce qui est vrai, mais ce qui est totalement vrai, parce qu'en fait, les Américains ont mis au point des insectes qui sont des drones et qui volent exactement comme des libellules et qui sont miniaturisés à l'extrême, et ils peuvent faire des engins de reconnaissance. Et en ce moment, ils sont en train d'ailleurs d'en faire
l'expérience en Ukraine. You know, Peter, that actually the problem of the dragonfly. Okay, the problem of the dragonfly you explain is absolutely. Oui, je sais, mais je peux pas. je peux pas faire autrement. I don't. Je suis pas responsable de ça. Je peux pas. T'inquiète pas, continue, c'est pas grave. Bon, là, c'est en dehors de ma volonté. Oui, je voulais. I would like to mention to Peter that the dragonfly as a weapon by the militaries does exist at the size. You have now even flies on the side of a fly. It could be a drone with possibility of reconnaissance and everything. That's what they are doing right now. Yeah. So you have the dragonfly, which is flying like you described. You have also the hummingbird. The hummingbird is, je crois également. C'est les colibris, les hummingbirds. Non, c'est un colibri. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le colibri, c'est un oiseau qui vole, un oiseau-mouche. On appelle ça un oiseau-mouche, c'est pas pour rien. Un hummingbird, on est d'accord. Et ça vole effectivement au-delà de la performance que peuvent subir des pilotes. Voilà, c'est-à-dire que les accélérations sont telles et les arrêts sont brutaux, les gars tombent dans les pommes en 2 temps 3 mouvements. Donc où ils sont écrasés par l'accélération. Donc c'est là où on en est, mais it's not. We cannot exclude this possibility that of course man-made and private researchers or private professors who scientists conceive things in their castles or in their mansion. But no, logically, I think it's something much more important than just private. I don't think they will test this device on the area. Yeah, not on training ranges. It doesn't make any sense. No. I don't see any interest to put their device en jeopardy. C'est-à-dire de mettre en danger ces prototypes en dehors des zones d'essai. Je vois pas l'intérêt. Ouais. Juste pour répondre à Erwin, on va clarifier tout de suite la confusion. Ni Bernard ni Peter disaient que les Tic Tac c'était des libellules, que ce drone. Ils faisaient juste la comparaison. Peter faisait la comparaison justement des mouvements qu'une libellule. En fait, il a observé une libellule un jour comme ça, et il avait remarqué les mouvements qui étaient erratiques et qui lui a rappelé ceux du Tic Tac. Et c'était intéressant. Et ensuite, il a développé en disant qu'un être humain ne pourrait pas supporter ça. Et ensuite, Bernard a développé sur le fait que c'est marrant parce que l'armée développe des drones qui fonctionnent comme des libellules, et pour le coup avec des ailes de libellule, et qui se déplaceraient similairement. Mais il ne disait pas que le Tic Tac c'était un drone libellule, hein, pas littéralement. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est juste pour nos spectateurs qu'on peut-être mal compris. Les amis, ça fait déjà 2h10, on va bientôt s'arrêter. On a un dernier article là, qu'on pourrait peut-être terminer. La vie extraterrestre a-t-elle besoin d'une planète pour survivre? Ouais, je ne suis pas sûr que ça soit essentiel. Cependant, j'aimerais Marie-Thérèse, est-ce que tu as une dernière remarque, une dernière question que tu voudrais poser à Robbins? L'honneur aux dames, tu n'as pas beaucoup parlé en fin d'émission. Non, mais ça va. Tu peux peut-être nous dire un mot sur ta présence le 16 novembre prochain à Troyes? Exact. Bon, eh bien, le 16 novembre à Troyes, à ton invitation, je vais parler je vais être quelque chose dont maintenant, avec le recul, je mesure l'importance, qui est la vague belge, qu'on a un peu oublié et qui était vraiment un événement colossal dans l'histoire de l'ufologie. Bon. Et puis je parlerai évidemment, puisque c'est mon dada depuis 40 ans, des enlèvements, parce que je ne peux pas m'empêcher d'en parler et parce que je ne peux pas m'empêcher de continuer à travailler sur ce sujet qui n'a pas fini de me fasciner.
C'est clair. De toute façon, on ne peut pas recevoir la grande Marie-Thérèse de Brosse et ne pas aborder les abductions. C'est impossible. Donc, bien évidemment, on va aborder tout ça et d'une manière et d'un point de vue très intéressant. Vous verrez pour ceux qui sont présents, vous avez concocté quelque chose aux petits oignons. Donc, voilà. Peter, time's up. Time flies. It's already 2 hours and 10 minutes. So I'm going to leave you the final speech of the show for tonight. You're going to close it. So, is there anything you want specific that you want to share with us? Maybe a story, maybe a lesson, something that you want to share with our public, or you hope about disclosure, anything, what you want. Yes, and thank you for the opportunity. I think those of us that work in this field and those of us represented by the great questions that your guests are asking, also their sense of camaraderie, which I am enjoying, even though my French is very poor. We all have to remember, now more than ever, as we move forward and interact with more people who are new to the subject, who know that we're all crazy. This is nonsense, and we're living in la la land, and let's get serious. There are real problems here on Earth. We have to be patient and empathetic and kind in moving forward in our work. Sometimes it's very frustrating to do this and, have somebody who is completely uninformed dismiss you because it doesn't fit into their matrix, their understanding of reality or their experiences. I know when I first started in this work, I was more aggressive in terms of getting in people's faces and getting into arguments about it. But it doesn't serve the greater good. It doesn't serve the truth. We are all in this together. Those of us who are committed to assisting others and learning more about what we feel we already know, and continuing to educate ourselves to what may or may not be going on. I have people who sometimes approach me and refer to me as an expert. An English word I find very uncomfortable is kind of an existential joke. You are an expert on the unknown. Let's think about that for a moment. We have to keep our senses of humor. And at the same time, never forget to live our lives to the fullest outside of this, because becoming too serious, too morose, too obsessive about anything in life is not good. We are all brothers and sisters in this, and we know that there is an adversary. It goes back to 1947. It is those invested with keeping secrets, now generations old, that if they got out would be historically embarrassing. I'll say one thing that unites every American president, whether they were a Democrat or Republican, left or right, progressive or conservative, is that they are in a very small club. And if the truth came out, if a disclosure happened tomorrow, it would immediately suggest that every American president since and including Harry Truman is an unindicted co-conspirator in the greatest cover-up in the history of humanity. That's kind of awkward for men in positions of power. And let's face it, it's almost always overwhelmingly men in those positions, since this dilemma began in 1947. I'll add one more thought. We, you in France, me in America, our friends and colleagues in different countries, to one degree or another, are all living in national security states.
And it didn't begin in America with trying to keep the secrets of the atom bomb from the Russians. It began in 1947 with the cover-up of this subject. And that is not UFO history, that's history. And part of our job is to bring the history that we know of this phenomena into the mainstream of humanity's understanding of history and the implications for humanity of understanding that we are dealing with other intelligences. To some of us, well, of course, it's the simplest thing in the world to imagine. For other people, they hold on to, there's nothing more intelligent than us in the universe. What colossal arrogance, what a sad facade to put forward. We're doing our best, but in a very imperfect world, and all we can do is continue on or leave the field, you know? We obviously prefer to continue on, and hopefully more people will be joining us every day that passes. Merci beaucoup, Peter. Je vais me charger de traduire maintenant. Je vais essayer parce que c'était un long et très beau discours, mais plein d'optimisme et de philanthropisme, où justement, Peter nous expliquait que c'est une part très importante de ce travail se trouve dans les conversations que l'on a. Et justement, il a trouvé intéressant les questions qui se posaient dans le chat. C'est vraiment cette curiosité de l'intellect qui en ressort, et que justement les blagues qui se font également, qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux, qu'il faut apprécier la vie, qu'il faut vivre la vie à fond, y compris en dehors du sujet, que le sujet, ce n'est pas la vie. Quand je parle du sujet, je parle des ovnis. Et qu'il ne faut pas se mettre les gens à dos, il ne faut pas antagoniser les personnes qui ne croient pas au sujet, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus laisser passer quand quelqu'un vient vous ostraciser à cause du sujet, alors que cette personne n'est pas informée sur le sujet. Ce n'est pas normal. Donc, il y a un vrai devoir de communication, d'éducation pour les gens qui sont néophytes, et que, bien évidemment, plus les jours passent, depuis chaque jour qui passe, et plus il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par le sujet, et c'est notre rôle. Et quand je dis nous, je ne parle pas de nous à The UAP Show, hein, je parle vraiment de toute la communauté. Donc, c'est surtout vous dans les commentaires dont Peter parlait, qu'il y a ce rôle d'en parler entre vous, de challenger les perceptions des autres, de remettre en question notre question du monde, et surtout avoir l'humilité d'admettre qu'on est loin d'avoir tout compris sur ce sujet-là. Et justement, Peter évoquait une anecdote assez rigolote où il disait les gens rigolent par rapport au fait que c'est paradoxal. Ils rigolent du fait que c'est paradoxal, que beaucoup de gens l'appellent un expert de l'inconnu. Alors que voilà, si tu es expert dans l'inconnu, tu connais rien, quoi. Donc c'est pour ça. C'est paradoxal et c'est drôle, et ça en dit très long sur l'approche qu'il faut avoir. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de Peter, de son humilité, de sa rigueur, et de la passion avec laquelle il mène ses recherches. Voilà, je pense avoir résumé. J'ai encore oublié plein de choses, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. C'était super. Merci encore, Bernard. Merci encore, Marie-Thérèse. Tu veux rajouter quelque chose, Marie-Thérèse? No, I just want to tell Peter, you know, if you want to come in France, you're welcome in my place anytime. You know it. I would love to return to France to speak again, and just to be back in France. You will welcome in my home. Merci. Paul will organize a conference for you. Yes. You have twisted my arm. Okay. You won't have a choice to come now. Thank you very much, Peter. Thank you very much, Peter, for this for accepting this invitation. It was really our honor and privilege to welcome you at the show. Yes. It was my honor, and I'd be happy to return again. Yeah, you're more than welcome back here. We'll invite you back. Let's talk right after the outro. C'était une super soirée, merci à tous. Je vous dis à jeudi prochain pour de nouvelles émissions pour The UAP Show. Et encore une fois, il reste des places pour le 16 novembre, donc je vous invite à réserver pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.
il ne va pas en rester pour longtemps encore. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. C'était The UAP Show. Ciao, ciao.